INA Podcast. L'intelligence artificielle va-t-elle finir par nous rendre idiots ? Vous le savez, vous l'observez au quotidien, l'IA est maintenant partout, ou presque. L'IA conversationnelle type ChatGPT qui s'invite dans nos usages pro et perso, et puis toutes ces intelligences artificielles que l'on ne voit pas forcément, mais qui se développent, progressent dans les objets, dans les machines, dans tout l'environnement qui nous entoure. Un monde plus intelligent donc ? Pas forcément. Oui, des scientifiques alertent, et si l'IA avait une influence néfaste sur nos capacités, sur notre mémoire, sur notre force de travail ? Bref, l'intelligence artificielle menace-t-elle de nous rendre bêtes ? Tout ça, on en parle avec des gens pas bêtes du tout. Bonjour, Jérôme Bourdon. Bonjour. Historien des médias, chercheur associé au Charisme, le centre d'analyse et de recherche interdisciplinaire sur les médias de l'université Panthéon-Assas. Et bonjour, Laurence Devillers. Bonjour. Professeure en intelligence artificielle à la Sorbonne, chercheuse au CNRS, présidente de la fondation Blaise Pascal de médiation scientifique en informatique et mathématiques. Je cite votre dernier livre, L'IA Anjou Démon, le nouveau monde de l'invisible, publié aux éditions du CERF. Alors je ne sais pas si elle nous rend plus bêtes, cette intelligence artificielle, mais me concernant, en tout cas, il y a une chose dont je suis sûr, c'est qu'elle me rend plus paresseux. Est-ce que c'est le cas, vous, Jérôme Bourdon, Laurence Devillers ? Pour moi, c'est pas ce que l'intelligence artificielle nous fait, c'est pas un agent autonome qui décide, c'est qu'il y a des humains très puissants, des ingénieurs, des commerciaux, qui promeuvent l'intelligence artificielle d'une certaine façon, et qui nous rend peut-être pas idiots ni paresseux, mais qui va nous rendre terriblement dépendants. Et ça, c'est extrêmement problématique. Laurence Devillers ? Oui, on risque d'être abêtis par tout cela si on n'a pas une intelligence humaine collective. Et on va développer tout ça avec vous deux, mais d'abord, on commence comme chaque semaine par un récit en archive et puis on se retrouve juste après. Je m'appelle Théophile Cossa et vous écoutez Le Temps de l'actu, un podcast de l'INA et de l'université Panthéon-Assas. C'est parti. Qu'est-ce que c'est que ce problème ? Il y a un sujet un petit peu complexe pour le débattre en 2 minutes. Enfin, pardon, on n'est pas à l'université. Enfin, je veux dire, excusez-moi. Et le monsieur, qu'est-ce qu'il en pense ? The yes needs a no to win. Again the no. Réfléchissez bien. Et surtout, faites réfléchir autour de vous. Et j'attendais, je ne vous le cache pas, ce moment avec un peu d'impatience. Le temps de l'actu. Je vous propose de vous replonger il n'y a pas si longtemps que ça, en 2023. C'est simple, cette année-là, on n'a parlé que d'elle, ou presque. L'IA conversationnelle et générative. Le 30 novembre 2022, l'entreprise américaine OpenAI donne accès en ligne gratuitement à son chatbot ChatGPT. Le succès est fulgurant. Premier sujet au JT de France 2, on est le 4 janvier 2023. Un bouleversement sur nos écrans. Et si notre ordinateur était capable d'être journaliste, avocat ou d'écrire un roman ? Il y a quelques semaines, l'intelligence artificielle a connu une révolution. Son nom, ChatGPT. Un logiciel gratuit qui a réponse à tout. En quelques secondes, il est capable de créer une recette de cuisine, une idée cadeau, et même d'inventer un poème en imitant Victor Hugo. Très vite, ChatGPT est dans toutes les bouches, notamment chez les jeunes. Les étudiants français vont très vite s'approprier l'outil. On est maintenant en février 2023. ChatGPT, une intelligence artificielle qui sert aussi d'anti-sèche à certains. À Strasbourg, des étudiants lui ont demandé de répondre à leur place à un examen. On avait 92% d'étudiants qui avaient des réponses positives, alors que c'est un examen où on attend quelque chose comme 40 ou 50% d'étudiants au-dessus de la moyenne. Les 135 élèves ont donc dû repasser l'épreuve. Ce logiciel, beaucoup d'étudiants l'ont essayé. C'est un peu comme si on faisait une recherche Google, mais ça mâchait tout le travail et ça écrivait déjà tout proprement comme on en aurait besoin pour l'appliquer tout de suite. Mais il n'y a pas que chez les étudiants que le succès est fulgurant. Très rapidement, l'intelligence artificielle arrive aussi au bureau. L'IA pourrait bien révolutionner le marché du travail à une vitesse jamais vue. Une réalité déjà dans certaines entreprises, comme ce cabinet de recrutement. Ici, tous utilisent l'intelligence artificielle au quotidien pour connaître une entreprise, ses concurrents ou tout simplement rédiger une offre d'emploi. Je vais lui demander l'annonce. Là, il le fait tout seul. Absolument tout seul. Je ne vais pas vous mentir, oui, ça fait gagner du temps.
Résultat, quasiment plus de stagiaires, plus besoin. La direction envisage même de réduire le nombre d'assistants chargés des recherches, dont une partie du travail est dorénavant assurée par l'IA, un choix assumé. Nous sommes maintenant en septembre 2023. En même pas un an, l'IA est désormais synonyme de menace pour l'emploi. Des emplois amenés à disparaître, pas de doute, selon une étude menée par l'OCDE à paraître cet été. Selon les premiers résultats, 24% de nos métiers seront remis en cause dans les 10 prochaines années. 9% devraient tout simplement disparaître. Une révolution industrielle avec comme première victime cette fois les cols blancs. Évidemment, l'intelligence artificielle change la donne parce que les jobs plus concernés sont les jobs à niveau intermédiaire, voire haut niveau des compétences. Les jobs intellectuels. Les jobs intellectuels. Et certains effets concrets de cette menace ne tardent pas à apparaître. Écoutez, toujours en septembre 2023. Des salariés chargés de faire de la veille médiatique, de rédiger des synthèses pour leurs clients. Bientôt remplacés par les machines. C'est ce que viennent d'apprendre les employés d'Onclusive, agence de relations publiques. 209 postes sur 383 vont disparaître au profit d'une intelligence artificielle. Ces syndicalistes encaissent le choc. D'une ampleur comme ça, d'une violence comme ça, non, on ne s'y attendait pas. Des cadres, des directeurs, aux simples techniciens de production. Ça concerne effectivement tout le monde. Oui, cela concerne tout le monde, et même les professions créatives. On croyait pourtant que l'artistique resterait le talent exclusif de l'homme, irremplaçable par la machine, que nenni. Dans la musique, par exemple, l'IA fait désormais des prouesses. Le compositeur André Manoukian en faisait la démonstration à France 2, toujours en 2023. Écoutez. Vous avez une mélodie, voilà, qui est nue. Et puis petit à petit, l'intelligence artificielle vous rajoute, on va dire, des accompagnements. Le compositeur, ça lui ouvre des perspectives qu'il n'avait pas. L'idée, c'est d'en faire encore une fois un compositeur augmenté. Je comprends la peur d'être remplacé par des machines. Tous les gens qui sont concernés par cette menace se servent de l'intelligence artificielle. Servez-vous-en plutôt que de la subir. Alors sommes-nous tous, de près ou de loin, menacés dans nos activités, dans nos métiers ? En tout cas, aussi vite que cette révolution se diffuse, l'inquiétude grandit dans les esprits. Faut-il avoir peur de l'IA ? Réponse du chercheur pionnier de l'intelligence artificielle Yann Lequin, directeur de l'IA chez Meta. C'était en avril 2023, au micro de France Inter. Est-ce qu'un jour, il y aura des machines qui sont aussi intelligents que les humains dans tous les domaines où les humains sont intelligents ? Et la réponse à ça est absolument oui. Il n'y a aucun doute là-dessus. Alors maintenant, la question est de savoir quelles vont être les conséquences là-dessus sur la société, etc. Est-ce que c'est potentiellement bénéfique ? La réponse est oui. Est-ce que c'est potentiellement dangereux ? Probablement. Alors, est-ce qu'il faut en avoir peur ? Non, en sens que l'intelligence artificielle est un moyen d'amplifier l'intelligence humaine. Il faut le voir au contraire comme une certaine nouvelle renaissance, peut-être un nouveau départ possiblement pour l'humanité, parce que le progrès de l'humanité est limité par l'intelligence de l'humain. Soit. Mais ce nouveau départ, tel que le définit Yann Lequin, est-il souhaitable ou l'humanité risque-t-elle d'y laisser des plumes ? Écoutez pour finir la prévision étonnante de cet enfant lorsqu'on lui parlait de futur et de robots. C'était en 1969. Les gens, ils n'auraient plus rien à faire parce que ils ne travailleraient plus. Une fois qu'il y aurait des robots, il y aurait des robots pour fabriquer des robots. Et ils ne travailleraient plus. Les robots feraient la guerre. Et les gens grossiraient, ils ne feraient plus rien. Ils grossiraient et je crois que la race de l'homme se perdrait. Alors faut-il avoir peur de l'IA ? Va-t-on bientôt tous être dépassés par cette révolution qui démarre ? Quel impact sur notre capacité à penser, à réfléchir, à retenir et tout simplement à travailler ? Tout ça, on en parle dans le temps de l'actu. Avec vous, Jérôme Bourdon, et vous, Laurence De Villers. Déjà, pour commencer, une réaction peut-être au récit qu'on vient d'entendre ? Laurence De Villers ? Oui, c'est très intéressant ce récit, parce que quand on écoute, par exemple, cet enfant, je vais prendre ce qu'on vient d'entendre à la fin, en 69, dire les gens n'auraient plus rien à faire, ils ne travailleraient plus, et c'est les machines qui feraient la guerre. Bon, on se dit, il a une vision quand même forte, cet enfant, de ce qui va se passer. Alors pourquoi ? Parce qu'on est baigné dans la science-fiction depuis des lustres par les Américains sur ces sujets.
Alors maintenant, attention à ce qu'on est en train de faire. Quand j'entends parler Alain Manoukian, que j'aime bien par ailleurs, d'augmenter nos capacités, j'aurais envie de lui dire qu'il faut mieux améliorer nos capacités que les augmenter par des prothèses, puisque au fur et à mesure que les prothèses arrivent, par paresse, on pourrait arriver aussi à ne plus rien faire soi-même. Jérôme Bourdon, une réaction au récit, pareil ? Oui, sur cet ensemble de sujets qu'on a entendus autour de l'année 2023, je crois qu'il faut comprendre une chose, c'est pas du tout un début. C'est la mise en avant, un coup de tonnerre commercial médiatique autour de l'IA qui a déjà une longue histoire. C'est le début pour le grand public, en fait. C'est le début pour le grand public et c'est le début aussi parce que l'IA, qui est une invention d'ingénieurs, encore une fois, l'expression même date de 1956, qui a déjà une longue histoire, mais quand le Big Tech s'empare de l'intelligence artificielle pour le promouvoir, et notamment comprend que l'intelligence artificielle conversationnelle, c'est ce qui va fasciner le grand public, d'où ChatGPT. Là, ils le mettent en avant de façon très bruyante, les médias s'en emparent et ils reproduisent un vieux discours, tout de suite, sur les nouvelles technologies, un discours qu'on peut faire remonter à l'imprimerie, qui est soit l'apocalypse, soit la nouvelle renaissance. Évidemment, on va être quelque part entre les deux, mais ça ne sera ni l'apocalypse, mais ça ne sera certainement pas une nouvelle renaissance. L'enfant nous prédit que ça servira beaucoup à faire la guerre, et là, il n'a peut-être pas tout à fait tort, ça sert déjà beaucoup à ça. Et un dernier point, si vous le voulez bien, c'est que néanmoins, par rapport à ce discours à la fois de promesse et de panique, il y a une différence par rapport aux discours qui ont accompagné le télégraphe, qui a été une révolution considérable qu'on a oubliée, la télé et j'en passe. Il y a une différence intéressante, c'est que l'inquiétude s'installe tout de suite. Dans les discours précédents, on était très souvent dans la promesse, y compris pour la télé. Ça allait éduquer le monde entier de façon formidable. Là, tout de suite, il y a une inquiétude. Je vous propose de détailler un peu, on va dire, les dommages collatéraux liés à l'IA qu'on a entendu dans le récit documentaire. Vous avez commencé, Laurence de Villers. Déjà, le premier qui arrivait tout de suite, on l'a entendu, c'est la triche à l'université, à l'école, l'impact de l'IA sur la façon qu'ont les jeunes de travailler. Vous le trouvez inquiétant, vous, ce phénomène ? Oui, notamment pour les enfants, en tout cas. Il est important de préserver, on l'a entendu avec ces étudiants qui faisaient faire tout par ChatGPT, il est vraiment fondamental de préserver le temps de l'apprentissage, puisque l'école, c'est apprendre à apprendre et pas juste connaître des connaissances. La mémoire est quelque chose qu'on doit travailler. Si on n'est pas capable de travailler en répétant, en mathématiques par exemple, on n'aura jamais un niveau d'abstraction suffisant pour aller régler des problèmes majeurs, complexes, qui sont les problèmes qui arrivent dans nos sociétés. Deuxième dommage collatéral et pas des moindres, l'impact sur l'emploi. On l'a entendu dans le récit documentaire. Certains voient leurs emplois directement menacés et tout le monde est concerné. Sur l'emploi, là aussi, c'est la version cauchemar. Je m'excuse, mais je ne vais pas répondre tout de suite à votre question. Je vais prendre un grand pas en arrière en disant d'abord, lorsqu'on pense à une technologie dans la société humaine donnée de 2025, toute seule, comme s'il y avait l'intelligence artificielle, c'était notre seul problème, c'est une absurdité. Il faut penser aux technologies dans leur ensemble, de façon holistique. Donc, il faut rappeler tout simplement que les technologies humaines, intelligence artificielle ou pas, elles ont produit un drame planétaire qui est le climat. Il faut toujours rappeler dans toutes nos discussions la crise climatique. Parce que sinon, on ne comprend rien à ce qui va nous arriver, à ce qui nous arrive. L'intelligence artificielle, là-dessus, qu'est-ce qu'elle fait ? Pour l'instant, pas grand-chose. Les prophètes du bien et de la nouvelle renaissance nous disent qu'elle va résoudre le problème, c'est extraordinaire. Moi, j'y crois pas une seconde, ça me paraît une absurdité notoire. La difficulté technologique est incommensurable avec les capacités, par ailleurs, terriblement limitée, remarquable et terriblement limitée, comme Laurence vient de le dire, de l'intelligence artificielle. Voilà. Donc sur l'emploi même, honnêtement, on n'en sait rien. Ça, il faut quand même rappeler avant de faire des prophéties. On ne sait pas. Alors les optimistes capitalistes, le journal The Economist va nous dire les robots, on disait qu'ils allaient supprimer des emplois. Regardez, finalement, ça, on va en recréer des emplois de nouveaux types. Pour l'instant, on est plutôt du côté de la disparition, de la réduction des emplois. Mais la réduction des emplois en soi n'est pas un drame si elle a moyen de faire vivre les gens et leur donner un revenu universel. Donc c'est pas en soi une question qu'il faut poser comme ça. Il faut la poser dans un contexte économique, financier, technologique beaucoup, beaucoup plus large au lieu de s'obséder sur cette une seule question. Parce que c'est pas comme ça qu'on comprendra les changements technologiques. Je suis d'accord que c'est complètement holistique. Je pense que c'est le mot qu'il faut retenir. C'est-à-dire qu'on doit se préoccuper de plusieurs mesures lorsqu'on remplace des humains par des machines ou par des IA. À savoir, quel est l'équilibre dans la société. Donc, qu'est-ce que je vais améliorer économiquement ? C'est le seul facteur qui est vu aujourd'hui. Or, ça a un coût effectivement écologique, comme vous venez de le mentionner, et c'est un coût écologique très fort. Il est important, par exemple, que l'éducation s'en empare et qu'on sache que lorsqu'on fait des prompts sur GPT, on ouvre un robinet où des mots tombent avec de l'eau et de l'électricité. Enfin, c'est quelque chose qu'il faut absolument avoir en tête. La question aussi du travail et de l'équilibre dans la société est fondamentale. Je vous donne un exemple. Sur les radios, on a montré que les IA prédictives, dont celles qui sont capables de détecter des formes, par exemple de cancer précoce, sont extrêmement utiles pour les radiologues.
ayant un ami radiologue à Paris, ayant 30 ans de cohorte de patientes, je lui ai posé la question. Il m'a dit, oui, j'utilise ces outils. Mais moi, quand la machine me dit à 67%, la personne a un cancer potentiel, je suis capable de faire la part des choses. Et vu mon expérience, je sais dire c'est un faux positif. Or, les jeunes qui arrivent sur le marché du travail sont incapables de faire cette différenciation et vont tous demander une biopsie. Demander une biopsie, c'est un coût pour la société et ça stresse les patientes. Et donc, on est en train d'utiliser ces outils sans comprendre qu'il faut une interface autour et que l'expérience humaine a tout son poids. Derrière tout ça, il y a aussi un sujet qu'on voit arriver, puisque vous en parliez aussi, c'est que effectivement ceux qui sont les plus jeunes, qui arrivent sur des nouveaux domaines et qui n'ont pas cette antériorité et cette connaissance des terrains, vont être sans doute les plus en difficulté. On voit les jeunes qui ne trouvent pas de travail en ce moment, on voit des stagiaires qui n'existent plus, et effectivement, il y aura une précarité pour les jeunes si on n'est pas capable de comprendre cela. Et ça fait partie pour moi de l'équation. Lorsque l'on parle de remplacement et finalement d'augmentation économique, on devra avoir dans cette équation les mesures de chômage pour les jeunes, les mesures de dépenses écologiques et les mesures finalement de bien-être dans la société qui n'existent pas, qui ne sont pas encore assez mises en avant. Selon une étude publiée par des chercheurs du MIT Media Lab, l'usage des assistants IA ne nous rend pas vraiment plus intelligents et ça pourrait même être l'inverse. Je décris rapidement l'étude pour les auditeurs car c'est assez intéressant. Les chercheurs ont suivi pendant 4 mois 54 étudiants et jeunes professionnels répartis en 3 groupes. Un groupe qui utilise ChatGPT, un groupe qui utilise juste Google et Internet mais sans IA et un dernier qui peut juste compter sur son cerveau. On a mesuré l'activité cérébrale des participants. Alors sans surprise, c'est le groupe qui ne pouvait compter que sur son cerveau qui avait la plus forte activité neuronale et à l'inverse, ceux qui utilisaient l'IA qui avaient la connexion la plus faible. Mais, et c'est là que c'est intéressant, quand on a demandé aux utilisateurs de l'IA de travailler sans rien, juste avec leur cerveau, on a observé qu'ils n'étaient pas aussi performants que le groupe qui n'avait pas utilisé l'IA. En d'autres termes, l'IA pourrait nous rendre moins performants lorsqu'on est livré à nous-mêmes, créant ce qu'on appelle une dette cognitive qui rend donc le raisonnement et la créativité plus difficiles. Alors bon, ces résultats, ils sont à prendre avec des pincettes parce que le nombre de sujets étudiés était assez réduit. Mais tout de même, ça alerte. Non, vous dites qu'il n'est pas à prendre avec des pincettes. Il est évident, prenez Waze pour aller vous balader quelque part en voiture. Combien de personnes sont capables maintenant, quand cet objet ne marche pas, de savoir se localiser dans une ville ? Donc il y a un vrai sujet, et c'est pas du tout cette étude conforte en fait ce qu'on a déjà vu. Donc on a des modifications de notre cerveau, de la façon dont on mémorise les informations, qui est effectivement réelle. Nous sommes vraiment des animaux sociaux qui sont capables de modifier complètement nos connaissances avec l'environnement. Donc attention à cette dépendance. Ce que dit en gros l'étude, ce que vous dites, c'est qu'à force de paresse intellectuelle, à force de nous reposer sur les A et de ne pas réfléchir, notre réactivité, nos capacités, notre cerveau en gros, risque de rétrécir. Aussi, ça me paraît un tout petit peu absurde de le dire de cette façon extraordinairement dramatique. Pensez à l'imprimerie. À un moment donné, les gens sont devenus terriblement dépendants de leur bibliothèque et de leurs livres. Et si on les en privait, ils ne pouvaient plus travailler ou très difficilement. Les gens, les chercheurs, les intellectuels. Sauf que ça leur permettait de développer d'autres capacités. C'est là que ça devient intéressant. Ça libère de certaines tâches pour faire d'autres choses. La recherche du MIT, qui est très localisée dans le temps, à un moment donné, ne peut pas répondre à ce type de questions. Pour ça, il faudra attendre, et ça dépend de la façon dont on mettra en œuvre, encore une fois, les technologies. Et j'ai envie d'ajouter et de revenir en arrière. Lorsqu'on a dit qu'est-ce qu'il faudrait faire, quel cadre, quelle précaution, quelle éducation, la première chose à faire, c'est de réguler Big Tech. Et ça, on n'en parle pas suffisamment. Les malheureux usagers, on va leur dire, il y a un livre qui vient de sortir aujourd'hui, faut-il interdire les réseaux sociaux aux jeunes ? Faut-il réguler les réseaux sociaux de façon beaucoup plus sévère? C'est la première question. Et là, on est face à un problème. Alors, de politique, de policy, c'est qu'on a une faiblesse des États face à ces énormes agents qui veulent nous imposer des technologies. Avant d'aller blâmer les usagers, considérons ceux qui leur vendent la soupe. Ces progrès technologiques exponentiels, ils interrogent d'ailleurs les jeunes. Ça inquiète également la génération qui arrive. Écoutez cette archive de 2019, certes avant ChatGPT, mais elle est intéressante. Des étudiants à Orléans qui s'expriment sur le futur. Avant, ils se contentaient des choses beaucoup plus simples que maintenant. C'est-à-dire que maintenant, on veut toujours plus à chaque fois. Enfin, toujours plus être assisté, tout ça. Je suis d'accord. Et avant, vraiment, je sais que ce soit mes grands-parents ou quoi, ils avaient des trucs simples et ça leur plaisait tout à fait. Enfin, ils n'avaient pas besoin d'aller chercher plus loin, en fait. Ouais. Et du coup, maintenant, je trouve que c'est un peu un défaut d'être tout le temps assisté, en fait. On ne sait plus rien faire par nous-mêmes. Ouais, c'est ça. Regardez quand il y a une coupure d'électricité chez nous. Voilà, quand on n'a plus de batterie sur le téléphone, quand le PC il va bientôt s'éteindre, quand ceci, cela... C'est intéressant, je trouve, d'entendre aussi de jeunes individus, des étudiants assez lucides, voire cyniques quand on leur parle de progrès technologiques.
Oui, bon, je crois que là, très très clairement, c'est un sujet excellent, simplement parce qu'il défait l'image de la société comme une série de générations qui s'approprient les technologies en fonction de leur âge donné. C'est une absurdité, et la capacité critique, elle existe pas seulement chez les vieux ou les plus vieux, mais aussi évidemment chez les jeunes. Et c'est certainement quelque chose qu'il faut encourager, ce scepticisme. En parlant de discussion, et ça vient un petit peu en contradiction aussi avec cet esprit critique que peuvent avoir cette nouvelle génération qui arrive, on entend de plus en plus de témoignages de gens, souvent jeunes, qui développent des relations particulière avec ChatGPT et autres. L'IA conversationnelle devient leur confident, leur psy, leur ami. Quel regard vous portez là-dessus ? Je crois le connaître, mais peut-être nous éclairer un petit peu. Cette utilisation des machines n'était sans doute pas imaginée au départ. Et il y a un désir, en fait, de l'humain d'avoir ce confident, sans doute parce qu'on se sent seul, on se sent démuni. Il y a beaucoup de gens qui avaient, par exemple, un journal intime, qui, en fait, voient cette parole réflexive. Parce que l'IA, c'est un peu un miroir. Il s'aligne sur vous, et il va toujours rentrer dans une considération positive pour ce que vous êtes, sans savoir grand-chose, à part la surface des mots. L'objet en lui-même est incapable, c'est pas un humain, il est incapable de percevoir un second degré, il est incapable de comprendre des problèmes d'inconscient ou de désharmonie chez la personne. Il est vraiment absolument pas dans la compréhension de quoi que ce soit, ni d'ailleurs du premier degré. Donc, on lui prête des capacités que ces machines n'ont absolument pas. Elles ne peuvent pas répondre comme quelqu'un de bienveillant, ami, etc. Et là, je pense qu'il faut le traiter aussi, ce succès. Il faut en mesurer exactement la portée par-delà les quelques scandales ou les quelques suicides qui ne sont pas dus qu'à la machine, qui sont dus à beaucoup d'autres choses. Au-delà de ça, il faut mesurer ce succès et, à mon avis, il faut le relier à un symptôme qui a été beaucoup discuté par la sociologie et la psychologie depuis une bonne vingtaine d'années. C'est la question de la crise de la solitude, l'épidémie de la solitude. Il y a eu quantité de livres, il y a eu des ministères, des secrétariats d'État en France, en Angleterre, sur la question. Et ça relève d'un vrai problème, c'est que le sentiment d'un manque de contact humain, c'est ça qui fait que certains vont se tourner vers les machines. Et là, il faut résoudre le problème social avant de critiquer l'usage de la machine. Mais comment on fait pour ne pas se faire happer par tout ça, par cette révolution qui nous dépasse, qui s'accélère ? Comment est-ce qu'on fait pour ne pas succomber à la tentation de la paresse, celle de tout abandonner aux machines ? D'autant que beaucoup de scientifiques nous le disent, ChatGPT tel qu'on le connaît n'est qu'un début, tout va s'accélérer et que grosso modo, on a un peu le sentiment qu'on prend le chemin de l'ultra-dépendance. Comment on fait pour lutter contre ça ? C'est pour ça que je parle d'éducation dans toute la société et c'est fondamental en ce moment de comprendre que ce piège, quoi. Sachant qu'en plus, on va aller vers des machines de plus en plus sophistiquées, comme vous le dites, puisque je suis les travaux de Yann Lequin, par exemple, qui est l'idée d'avoir des données en contexte. C'est-à-dire ce que je reprochais tout à l'heure à la machine, c'est d'être hors sol, d'utiliser des données historiques ou en tout cas qui n'ont pas de réalité contextuelle, qui ne sont pas dans une métaphysique, qui n'ont aucun lien avec le réel. Demain, les machines seront nourries par les données prises dans le contexte. Grâce à quoi ? Des lunettes. Les lunettes de Meta, par exemple Google, nous permettent d'enregistrer finalement les réactions des autres en étant en interaction avec le monde. Ce qui donne aux machines des capacités de comprendre un peu mieux les suites d'actions des humains dans des contextes particuliers et d'avoir là une interaction beaucoup plus multimodale, multimédia et plus fine de ce que nous sommes. Donc on va aller vers une progression. Quand Yann Lequin dit demain, je ne doute pas que ces machines soient de plus en plus intelligentes, il a raison et je pense comme lui. Sauf que aujourd'hui, avec les LLM, il y a une intox réelle de ces grands géants du numérique qui nous disent c'est une super intelligence, ça sera meilleur que vos enfants, que vous, etc. Ça, c'est de l'intox. Donc, arrêtons d'écouter ces Graals qui n'en sont pas, qui sont des péchés pour la prise du pouvoir. C'est clair que le premier qui va prendre, ou les deux premiers qui vont rester, vont avoir un pouvoir énorme. La manipulation de tout le monde à travers ces machines est évidente, et l'isolement dont vous parliez est fondamental aussi. Donc, reprenons le terrain de qu'est-ce qui fait de nous des humains intelligents. C'est le collectif, c'est les communs, c'est le fait de partager en tant qu'humain. Dans le récit en archive, on entendait Yann Lequin, donc on le rappelle, directeur de l'IA chez Meta, qui disait « Il ne faut pas avoir peur, il faut le voir au contraire comme une certaine renaissance, un nouveau départ pour l'humanité parce que le progrès de l'humanité est limité par l'intelligence de l'humain. » Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est une sottise absolue, c'est ça que je pense. C'est une ânerie extraordinaire de lire ça. D'abord, le progrès de l'humanité est une notion absurde. Personne n'a réussi à mesurer le progrès. Les difficultés dans lesquelles l'humanité est empêtrée aujourd'hui montrent bien que la notion de progrès n'a pas grande signification. C'est une idéologie qui date du 18e dont il faut se débarrasser. Évidemment, elle sert beaucoup les gens qui développent les technologies, les ingénieurs. Ils ont envie de croire au progrès. On les comprend. Nous aussi, on a eu envie d'y croire. Et ce qui limite le progrès de l'humanité, c'est pas qu'il faut développer les capacités humaines, c'est qu'il faut arrêter la course.
course technologique, la course à la consommation d'énergie, qui nous emmène à toutes sortes de catastrophes, et qu'il faut aller vers cette notion capitale qui dépasse de beaucoup la discussion sur notre consommation d'énergie, la sobriété, parce qu'il y a une sobriété de la consommation d'énergie, et une sobriété du recours aux machines. Et c'est ça qu'il faut réussir à encourager. J'y reviens en changeant le vocabulaire, en arrêtant de considérer qu'on a affaire à des entités para-humaines, ce qui n'est pas du tout le cas, et en réfléchissant à revenir vers les humains, ce qu'on disait tout à l'heure, y compris lorsqu'on utilise la machine, ne pas être seul face à l'écran, mais travailler en petits groupes et développer la critique entre les humains par rapport à la machine. Et ça me paraît encore une fois fondamental. Et par ailleurs, il ne faut pas oublier qu'au rythme où on va, il y aura de grandes pannes d'électricité à différents moments et on sera obligé d'être sobre. On aura des journées sans machine du tout. Et là, on sera bien obligé de se débrouiller. Laurence de Villers, sur cette phrase de Yann Lequin, que vous connaissez ? Oui, je ne suis pas d'accord avec lui non plus sur cette idée-là, parce qu'elle est très marketing en fait. Et puis, ces fantasmes excessifs viennent déranger le discours. Si je reviens avant 2022, si vous voulez, avant que ChatGPT arrive dans toutes les mains, qu'il y a un hold-up, on est d'accord, c'est très bien parce que d'un seul coup, l'intelligence artificielle est devenue un sujet commun pour tout le monde. Donc ça, c'était une avancée dans ce sens-là, mais en même temps, qu'est-ce qu'elle fait ? Moi, je sais que juste avant, on a eu un workshop à Paris avec Yann Lequin, des grands chercheurs de Google et autres, et il y avait une peur de la part de ces chercheurs, mais avec GPT-2 ou Gemini, de dire est-ce qu'on peut laisser ça dans les mains des humains, sachant que ça parle comme un humain ? Et il se posait vraiment cette question. Et donc, j'étais quand même très étonnée par le hold-up, par l'arrivée de ChatGPT 3.5, sans précaution, sans nous dire quelles sont les conséquences. C'est comme un médicament, vous le donnez à tout le monde, sans donner une posologie, sans expliquer les effets délétères. Et donc, c'est incroyable. Je terminerai là-dessus. 5 chercheurs ont publié un document prospectif d'une centaine de pages. Ils ont appelé ce rapport IA 2027, qui décrit de manière, à leur façon, chronologique ce qui pourrait arriver si la progression fulgurante de l'IA se poursuivait. Résultat, d'ici 2027, l'IA pourrait largement dépasser les capacités humaines. Et je vais plus loin, nous anéantir d'ici 10 ans. Voilà, tout simplement. Alors bon, certains disent que c'est n'importe quoi, qu'on est dans la science-fiction. C'est des ex-Google, pour beaucoup. Néanmoins, en tout cas, néanmoins, est-ce que ce signal d'alarme, il est à prendre en compte ? Enfin, je veux dire, vous en pensez quoi ? Est-ce que l'IA représente un danger existentiel pour l'homme ? L'humanité ne court pas dans un danger existentiel tel qu'on peut l'imaginer à SF. Ce qu'on va être, c'est des vassaux d'un grand pouvoir. On voit bien la manipulation américaine, chinoise, les guerres, la Russie qui s'en mêle et les fake news dans tout ça. Je veux dire, si on devient dépendant de ces machines au plus près de nous, qui sont soi-disant nos super intelligences qui nous aident à progresser, on voit bien l'influence que ça va avoir sur à peu près toute la société. Si nos enfants sont élevés par ces machines, on voit bien qu'ils vont désapprendre et que derrière, ils n'auront pas les capacités d'aller au-delà de ce que font ces machines. Oui, on nous promet que si on les écoute, on ira vers ça. Donc n'écoutons pas ces discours qui sont très sulfureux et qui sont irresponsables. Et je pense qu'un jour, il y aura des responsabilités qu'on va mettre au devant de la scène. On le voit en politique, même un président peut finir en prison. Eh bien, je pense que sur les géants du numérique, il y a aussi des sujets qui vont être présents dans la société, qui vont être quelle responsabilité vous avez par rapport au déploiement de ces IA, sans prévenir, sans avoir conscience des risques. Faut-il avoir peur de cette révolution de l'IA qui commence ? L'intelligence artificielle risque-t-elle de finir par nous rendre tous idiots, si ce n'est nous anéantir ? On a en tout cas les cartes en main pour y voir plus clair grâce à vous. Jérôme Bourdon, je rappelle que vous êtes historien des médias, chercheur associé au Charisme, le centre d'analyse et de recherche interdisciplinaire sur les médias de l'université Panthéon-Assas. Et vous, Laurence de Villers, professeure en intelligence artificielle à la Sorbonne, chercheuse au CNRS. Je rappelle votre dernier livre, L'IA, Anjou-Démon, le nouveau monde de l'invisible, publié aux éditions du CERF. C'était Le Temps de l'Actu, un podcast de l'INA et de l'université Panthéon-Assas. Si ce podcast vous plaît, abonnez-vous, mettez des étoiles, des commentaires et parlez-en autour de vous. Et moi je vous dis salut et à la semaine prochaine.